Maintenant, pour cause d'une nouvelle marotte qui prend nos compatriotes, c'est le défilé sous banderole. C'est très à la mode et ça va continuer. D'ailleurs, mardi prochain, si vous êtes libre le matin à 10 h, vous pouvez y aller. Alors, avant de présenter la conférence de ce soir, quelques annonces habituelles. La première, c'est la prochaine... la première, c'est le portable, une annonce rituelle, et toujours très appréciée des gens. Donc, je vous fais confiance pour le museler. Deuxième annonce, c'est la prochaine conférence qui aura lieu à... J'ai oublié la date. Le 2 février prochain, c'est le professeur Henri Brock qui nous parlera des guérisons miraculeuses, des thaumaturges, etc. Vous savez que c'était une spécialité des rois, notamment des rois de France et d'Angleterre. Dommage que c'est disparu parce que la Sécu gagnerait sans doute à combler son déficit. Bref. Autre annonce aussi, le prochain séminaire sur la formation de l'hégémonie bourgeoise en France, qui était prévu ce soir d'ailleurs, elle est reportée, grâce à la gentillesse de Daniel Amiedro qui a bien voulu donc, le reporter au 1er février à la salle habituelle, celle Guizol. Alors bien sûr, notre prochaine conférence aura lieu toujours les jeudis. Là, c'était un petit peu parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Alors, je vous rappelle aussi que demain, c'est demain à 18 h à la salle de la FSGT, nous rendrons hommage à Louis Brock, qui était notre père fondateur, même si cette expression, on doit le faire tout seulement rigoler. C'est d'une façon à 18 h. Après-demain, oui. Nous sommes vendredi, excusez-moi, vendredi, après-demain. Donc vous êtes au courant, c'est bon. Bien, enfin, dernière annonce, un discret appel du pied pour votre générosité concernant le vigile dont nous sommes obligés de nous assurer du service pour pouvoir, assurer cette conférence. Alors, Jean-Paul Scholl, maintenant, le voici, en chair et en os, enfin. Alors, c'est un universitaire qui a enseigné à l'université d'Amiens, puis aussi dans des classes préparatoires. Et sa spécialité, d'abord la France, le mouvement ouvrier, la laïcité, les services publics. Enfin, en gros, c'est les spécificités de la France dans ce domaine-là, dans le domaine de la voie capitaliste, de la voie française au capitalisme. La laïcité, les services publics à la française, et puis aussi Jaurès dont il a largement renouvelé les études, notamment à partir de son réformisme, d'un réformisme révolutionnaire, ce qui paraît antinomique, mais qui est quand même largement développé dans un ouvrage que nous ne pouvons pas mettre à votre disposition. Vous savez qu'ici, le règlement de la salle ne nous permet pas de proposer des livres à la vente, mais on peut très facilement le trouver à la librairie Masséna ou n'importe quelle librairie. C'est Jaurès, donc de Jean-Paul Scott, Jaurès et le réformisme révolutionnaire aux éditions du Seuil. Alors, aujourd'hui, il va nous parler de la Russie. La Russie, c'est un autre axe de ses recherches avec la France, et en particulier la Russie depuis 1990. Alors, pourquoi la France et la Russie? Moi, je le soupçonne, enfin, il développera peut-être ou non, c'est qu'il y a deux destins un peu similaires. Deux pays, voire deux empires, avec une histoire dont elle est l'héritière, mais une histoire qui était peut-être démesurée par rapport au temps présent. Et ça passe pas toujours très bien. D'où l'intervention de Poutine, tous azimuts, dont on peut se demander si c'est de l'agressivité ou simplement de la paranoïa. Veux-tu reconquérir l'Empire, reformer l'Empire soviétique, se défendre de voisins qu'il juge dangereux pour lui? C'est un petit peu le problème. Autre problème aussi, ses appels du pied pour une coopération avec le reste de l'Europe et sa méfiance envers ces mêmes puissances européennes. Et ça nous rappelle un peu Pierre le Grand. Pierre le Grand qui, au début du XVIIIe siècle, avait un peu les mêmes problématiques. Sortir son pays de son arriération, le moderniser, le mettre dans le jeu international, mais il fallait compter de deux parts avec le vieil barbe à tous les sens du mot d'ailleurs, qui freinait des quatre fers, et lui-même qui tenait aux valeurs de son propre pays, qui étaient différentes de celles de l'Occident. Alors Poutine, Vladimir Poutine, il mérite quand même qu'on donne son prénom, dans cette problématique, qu'est-ce qu'il fait?
il veut absolument impulser un nouvel ordre à son avantage. Est-ce qu'il est victime des événements issus parce qu'il ne peut pas faire autrement? Ben, c'est un petit peu l'enjeu de tout ce que va nous expliquer Jean-Paul Scott ce soir. Mesdames, Messieurs, chers amis, je voudrais tout d'abord remercier les Amis de la Liberté qui m'ont invité, et c'est avec plaisir que je me retrouve pour la 3e fois depuis 15 ans dans cette salle où je suis venu à l'invitation d'André Tauzel, notre regretté ami André Tauzel. Si j'ai accepté de traiter le thème de ce soir, d'où vient et où va la Russie, c'est avec quelques appréhensions et hésitations. Et finalement, je l'ai fait parce que, à la fin de l'ouvrage que j'ai publié, qui est à savoir en 2000, à savoir l'histoire de la Russie de Pierre le Grand à nos jours, 2000, au moment où Poutine arrive au pouvoir, j'avais conclu par ce titre « Naissance ou effondrement de la Russie ?» point d'interrogation. En 2005, après la 3e édition, j'ai interrompu ma mise à jour en me disant « Quand Poutine disparaîtra, je pourrai peut-être répondre à la question. » Je n'ai toujours pas de réponse véritablement. En effet, comment expliquer que Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, ait déclenché le 24 février 2022 une agression militaire caractérisée contre le peuple frère de l'État indépendant d'Ukraine, et cela en violant ses propres engagements internationaux, et cela en violant le droit de la guerre et, plus largement encore, tous les droits humains. C'est un véritable paradoxe. Mais il est vrai que l'histoire de la Russie est émaillée de multiples paradoxes. Et c'était un peu le but que je m'étais fixé, à savoir d'expliquer les paradoxes de l'histoire russe, de l'époque tsariste à l'époque soviétique et post-soviétique, dans cet ouvrage. Voilà. En effet, le premier paradoxe, c'est il fallait expliquer pourquoi. C'était dans l'État monarchiste le plus arriéré d'Europe qu'avait pu être possible, pendant 75 ans, la plus longue expérience socialiste de l'histoire. Et pour en revenir à notre sujet, comment se fait-il que l'empire colonial russe, jouxtant le cœur de la nation russe, ait échappé à la décolonisation jusqu'en son implosion en 1991, et comment se fait-il que, contrairement aux prévisions de certains, ce ne soit pas par la périphérie qu'est implosée la Russie, l'Empire soviétique, mais par le centre, par le nationalisme grand-russien. Alors, bien sûr, on peut répondre en disant que de Pierre le Grand à Joseph Staline, et plus largement d'Ivan le Terrible jusqu'à Vladimir Poutine, la Russie tsariste, soviétique et post-soviétique a toujours été confrontée à un certain nombre, disons, de problèmes récurrents et permanents. Je vous en présente quelques-uns, à savoir, disons, l'immensité du territoire et la pluralité extrême des peuples et nations, l'arriération des campagnes et la difficulté d'industrialisation et d'urbanisation, le développement en conséquence très précoce d'une puissante armée et d'une bureaucratie particulièrement, disons, violente, la faiblesse d'une bourgeoisie et la marginalisation des intelligentsias. Donc, voyez-vous, une des thèses que je développe, c'est que, en fait, la formule du pouvoir a toujours été l'autocratie, à savoir un tsar
un peuple, une foi. Certes, l'analyse fine des contradictions économiques et sociales peut expliquer les révolutions comme celle de 1917, mais les solutions qui ont été adoptées n'ont pas été vraiment progressistes ni durables. Faute de véritables réformes, on peut même généraliser, faute de véritables réformes démocratiques, profondes, libérales et démocratiques, eh bien, que ce soit les réformes de Catherine II, comme celles d'Alexandre II, et plus encore, plus près de nous encore, celles de Khrouchtchev et de Gorbatchev, ont échoué, comme si entre le stalinisme et son contraire, le tsarisme, il y avait, si vous voulez, une même trame, une même logique de fonctionnement en dépit de leurs antagonismes. La thèse que j'ai affirmée dans ce livre il y a plus de 20 ans, c'est que la Russie n'a jamais été un État-nation au sens occidental du terme, mais a toujours été un empire autocratique, patrimonial et euro-asiatique. Donc, que Vladimir Poutine ait eu l'ambition de laver le déshonneur, l'humiliation de l'explosion de l'Empire soviétique, et qu'il ait voulu restaurer la puissance de la Russie, c'est incontestable. Mais, comment a-t-il voulu le faire? Je vais chercher, après avoir décrypté la plupart de ses discours depuis 20 ans, de vous donner une réponse. Mais il est bien certain que Poutine a systématiquement voulu interpréter l'histoire millénaire de la Russie pour légitimer son nouveau pouvoir. Il s'est transformé, comme dit l'historien Nicolas Werth, en historien en chef. Et cela, disons, quelles que soient ses pires, disons, falsifications historiques et ses plus périlleuses décisions. Donc, je pose une première question, d'où vient la Russie? Si j'en crois cette déclaration, une des toutes premières déclarations de Poutine le 12 décembre 2012, il dit: pour faire naître notre identité nationale, notre conscience nationale, nous devons rétablir les liens entre les époques au sein d'une histoire unie, ininterrompue, millénaire, qui nous apprend le sens du développement de la nation. En effet, quelques semaines auparavant, Poutine a créé une société d'histoire de la Russie, société officielle, chargée, je cite, d'unir le pays autour des valeurs essentielles du patriotisme, de la conscience civique et du service loyal envers l'État. Quand on regarde, si vous voulez, les ouvrages publiés d'histoire officielle, et en particulier les manuels scolaires, on constate que aujourd'hui, en Russie, les jeunes et les citoyens adultes doivent comprendre qu'ils sont le fruit de la succession de 4 grands empires successifs, dont la Russie de Kiev, puis la Russie de la Moscovie, puis, disons, la Russie des Romanov, et enfin la Russie soviétique. Entre ces quatre, disons, empires, se serait développé, mu comme par une force organique, un peuple russe qui, sorti d'un foyer central, aurait ainsi apporté la civilisation de sa langue, de sa culture, de sa religion, au reste des peuples et des nations de l'Empire soviétique avant son éclatement. Tout historien se doit de remettre en cause ce roman national. Et la première de ces remises en cause, c'est cette référence permanente à la Rousse de Kiev.
Poutine nous disait déjà en 2002, nos racines se situent dans la Russie kievienne. Et il ajoute, en 2012, il est plus explicite encore. La Russie kievienne est à l'origine de l'immense État russe. Nous avons une tradition commune, une mentalité commune, une histoire commune. Nos langues sont très proches. En un sens, nous sommes un seul peuple. Un seul peuple. Voyez-vous, Russes, Biélorusses, Grands Russes et Russes de la nouvelle Russie, c'est-à-dire les Ukrainiens, seraient des peuples frères, voire issus d'un même peuple. Eh bien, c'est cette Russie de Kiev, cette Rousse de Kiev, qui est déjà un premier mythe. En effet, entre le 9e et le 12e siècle, ce qu'on appelle la Rousse de Kiev n'est qu'un mélange, un melting pot de peuples baltiques, de peuples suédois, vikings, slaves, mais aussi khazars, des juifs convertis, des asiatiques convertis au judaïsme, et de byzantins. Certes, Poutine nous explique, en faisant ériger une gigantesque statue à Saint-Vladimir, tout près de la Place Rouge, en 2016, que le baptême de la Russie a eu lieu quand Vladimir le Grand, prince de Kiev, s'est converti à la religion chrétienne orthodoxe en 988 de l'histoire. Curieusement, au même moment, en 2016, à Kiev, le nouveau président Petro Porochenko érige une statue semblable et se réclame lui aussi de Vladimir le Saint, Vladimir le Grand. Mais alors que Poutine voit dans ce baptême de la Rousse le fondement religieux orthodoxe et byzantin de l'Empire russe, Porochenko, à Kiev, en déduit l'appartenance de l'Ukraine à la civilisation européenne chrétienne. En fait, deux romans nationaux antagoniques ont progressivement été élaborés et s'affrontent de plus en plus. Vous voyez la dérive à laquelle on peut aboutir quand, comme certains le font en France, on cherche à trouver l'histoire de la France, son fondement, dans le baptême de Clovis, dont on ne sait même pas à quelle date il a eu lieu, en croyant que c'est la France qui a été baptisée et christianisée par cet acte. Cependant, cette Rousse mythique de Kiev, elle s'est rapidement désintégrée sous la pression des rivalités entre les princes, du déclin de Byzance, mais aussi de la double opposition et menace à l'ouest des Germains et des Lituaniens et à l'est de ces Mongols de la Horde d'Or. La cité de Kiev est en effet ravagée et détruite en 1237 par les Mongols et ses populations dispersées. Mais quelques années après, c'est au tour de la Grande Moscovie, d'être à nouveau ravagée et dominée par les Mongols. Les peuples de la Moscovie resteront sous le joug mongol jusqu'en 1480. Mais ainsi, les grands Russiens resteront mongols pendant plus de 2 siècles et demi. Mais les petits Russiens, comme on dit aujourd'hui, de Kiev, et les Biélorusses de Minsk, eux sont restés 4 siècles sous la domination de ce double État énorme qui est apparu à la fin du Moyen-Âge, unissant les Polonais et les Lituaniens. Donc voyez-vous, on peut dire
que l'origine commune, disons, de la Rousse de Kiev, fondatrice directe, dont aurait hérité Moscou, est un mythe. Deuxième mythe. Il est frappant de constater aujourd'hui que les tsars Ivan III et surtout Ivan IV le Terrible sont plus que jamais honorés comme de véritables héros nationaux fondateurs de la Russie. Là, disons, la tradition veut que ce soit ces princes qui aient étendu et forgé la Moscovie. Soyons plus précis. Alexandre Nevski, qui arrête les Suédois en 1239 sur la Neva, et les chevaliers teutoniques par la bataille des Glaces en 1240, en fait, il est prince de Novgorod et pas de Moscou. Bien sûr, des princes de Moscou comme Dimitri Donskoï étendront ultérieurement la Russie jusqu'au golfe de Finlande d'un côté et jusqu'à la Volga de l'autre. Mais si la horde d'or des Mongols dominant cette Moscovie se décompose, c'est certes à cause de la puissance croissante de ces peuples, disons, russes, grands russes, mais c'est aussi grâce à l'aide que leur fournissent les Cosaques de la Volga et du Don, ces peuples nomades, voire des Tatars, ces peuples turco-mongols qui sont révoltés eux aussi contre la horde d'or. Donc, quand le tsar Ivan III se proclame, disons, tsar de toute la Russie en 1493, il se proclame tsar de la Roussia et non pas de la Rousse de Kiev. Alors vous allez me dire quelle différence? Eh bien, c'est pas, paraît-il, la même racine, et c'est autre chose politiquement. Ce que ne dit pas l'histoire officielle, c'est que, en fait, la Russie de Moscou, la Moscovie, a été très fortement marquée par sa collaboration pendant 2 siècles et demi avec les Mongols. Les princes de Moscou, en particulier un certain Ivan l'Escarcelle, étaient célèbres parce que c'était eux qui collectaient les tribus à verser au Grand Khan. Et c'est comme cela qu'ils ont fait leur puissance. Cet héritage mongol, on le retrouve dans cette conception, disons, des princes de Moscou qui conçoivent leur pouvoir de manière patriarcale par la conquête militaire des sols et la distribution de ces terres conquises à leurs fidèles, à leurs boyards, à leurs sujets. Donc voyez-vous, cette influence mongole, il ne faut pas la négliger. Elle aura des traces, elle laissera des traces. Par contre, ce que ne dit pas l'histoire officielle, c'est que Ivan III a détruit les puissantes cités-États de Novgorod et de Tver, qui, disons, étaient les héritières disons, des grandes cités avec élection de leur maire et direction communale des marchands. Donc, ce qui a été détruit par ce même Ivan III, grand rassembleur de terre, premier tsar de Russie, c'est la perspective que les villes hanséatiques, comme les grandes villes des Flandres et d'Italie, ouvraient. Une expérience communale a disparu. Ce que ne dit pas également l'histoire officielle, c'est que disons, Ivan III a été le premier tsar à se proclamer autocrator. Et c'est l'occasion de préciser ce qu'on appelle dès l'origine l'autocratie. L'autocratie, pour moi, c'est un césaropapisme, ou si vous voulez, un califat chrétien. À savoir, c'est sur le modèle byzantin l'idée
que l'Église orthodoxe sacre le prince, le tsar, lui accorde une nature divine et une mission tout autant temporelle que spirituelle. Car le but de l'État, c'est en fait le triomphe de la religion et le salut éternel de tous les sujets. Le tsar est un personnage sacré dont les fonctions religieuses et politiques sont indissociables. Par là, l'Église orthodoxe reconnaît la suprématie du pouvoir temporel sur le pouvoir spirituel. L'Église orthodoxe se soumet au tsar. Et c'est ce que dit très explicitement en 1520 le célèbre moine Philoté, celui qui a pronostiqué que Moscou était la troisième Rome. Deux Roms se sont écroulées, mais la troisième, Moscou, se dresse vers les cieux et il n'y en aura pas de quatrième. Eh bien, ce moine Philoté a déclaré que le tsar était l'unique prince des chrétiens et le guide de l'Église apostolique orthodoxe. Qu'est-ce que ça veut dire? J'attire ce point à votre attention parce que la plupart des historiens, la quasi-totalité des historiens, ne le relèvent pas. Au moment où, en Europe occidentale, nous avons la réforme protestante, luthérienne et calviniste, au moment où se développe l'humanisme, en général, eh bien, en Russie se développe, disons, une théocratie, une forme, disons, de théocratie césaropapiste. Si vous voulez, on peut dire que l'Église orthodoxe avait dans ses bibliothèques toute la littérature grecque et romaine antique, Aristote, Platon, et qu'ils n'en ont rien fait. Ils ont condamné, au nom de la révélation, la culture antique. Ils n'en ont rien fait. Et en conséquence, la Russie ne connaîtra pas cette grande réforme culturelle et intellectuelle qu'a été l'humanisme et la Renaissance comme l'Europe occidentale. La Russie s'enlise dans le théocentrisme, alors que l'Europe occidentale, disons, opte pour l'anthropocentrisme. Nous sommes face à ce que j'appellerais une bifurcation de civilisation, et c'est l'arriération intellectuelle de l'Église orthodoxe qui en est responsable. On ne le dit pas assez. Toujours est-il que Ivan le Terrible, eh bien, n'a fait que continuer cette tradition ouverte par son père. L'État russe change non seulement, disons, de dimension, puisqu'il atteint maintenant la Volga et l'Oural, mais il change aussi de nature. En effet, pour arriver à libérer Kazan, pour arriver à libérer Astrakhan, eh bien, Ivan le Terrible s'est associé avec les Cosaques du Don et de la Volga, et même à certains peuples tatars. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a reconnu leur religion. Il les a assimilés en tant que féaux, à égalité avec les boyards russes, inégaux par rapport aux tsars, mais égaux quelle que soit leur diversité de culture. La culture russe s'ouvre à la diversité religieuse et culturelle. Et ça, c'est... Et l'exemple, c'est Boris Godunov. Boris Godunov, conseiller, disons, de Ivan le Terrible, ancien tatar, devient tsar à son tour. Et qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il permet, de passer l'Oural avec ses Cosaques et ses Tatars. Il colonise toute la Sibérie et ils orientent ainsi le développement organique de la Moscovie vers
l'Asie, tout en conservant bien sûr le principe patrimonial de distribution des terres aux féodaux. Troisième mythe à discuter. Pourquoi aujourd'hui les Romanov sont-ils réhabilités, et particulièrement réhabilités? Premier point. La dynastie des Romanov est aujourd'hui particulièrement réhabilitée parce qu'on reconnaît qu'ils ont mis fin à ce qu'on appelle la période des troubles liée à une crise de succession ouverte en 1598, à l'époque d'Henri IV, par, disons, la conquête de Moscou par les Polonais. La Moscovie conquise par les Polonais était menacée de christianisation catholique avec la présence des jésuites. Eh bien, contre cette menace, disons, les popes, et en particulier, disons, Pojarski, ont levé une immense armée populaire orthodoxe, qui, au nom de la Sainte Foi, ont pu rétablir sur le trône un nouveau tsar, Michel Romanov, en 1613. Les Romanov vont effectivement pouvoir être crédités de l'extension générale de l'Empire, aussi bien à l'ouest qu'à l'est. À l'est, les choses sont faciles. L'océan Pacifique, grâce au raid des Mongols et des Cosaques, est atteint dès le milieu du XVIIe siècle. Par contre, c'est beaucoup plus compliqué du côté européen parce que la Russie, la nouvelle Russie, se heurte aux grands États que sont l'Empire d'Autriche, l'Empire germanique et disons, l'État polonais. Contre l'État polonais, les Romanov vont s'appuyer sur les Cosaques zaporoges. En effet, en 1648, sous l'impulsion de leur ataman, leur grand chef Bogdan excusez-moi la prononciation, Klemensky, les Cosaques de la région de Kharkiv aujourd'hui se soulèvent et chassent les Polonais qui veulent les catholiciser, et ainsi, pour conforter leur grande révolte paysanne et, disons, orthodoxe, ils demandent l'aide et la protection des Romanov qui leur est accordée par un traité important en 1654, l'accord de Pereyaslav. Curieusement, 3 siècles plus tard, Khrouchtchev profitera de la célébration de cet accord pour accorder la Crimée à l'Ukraine. Je ferme la parenthèse. Mais ensuite, bien sûr, viendra, disons, le règne de Pierre le Grand, considéré comme le plus grand des tsars par Poutine. Pierre le Grand réalise le premier vœu de Ivan le Terrible, à savoir une fenêtre sur la Baltique et la création de Saint-Pétersbourg, au prix d'une guerre de 21 ans contre les Suédois de Charles XII. Il en profite d'ailleurs aussi, Pierre le Grand, on ne le dit pas assez, pour renforcer par la création du Saint-Synode l'autorité du pouvoir politique sur l'Église orthodoxe. Cette mission, ce second grand rêve disons, de Ivan le Terrible est réalisé par Catherine II, qui, elle, réussit à conquérir d'abord l'Ukraine orientale, puis l'Ukraine occidentale, à l'occasion des partages de la Pologne avec l'Empire d'Autriche et le Royaume de Prusse. Et finalement, c'est Alexandre Ier qui, en 1815, à la chute de l'Empire napoléonien, annexera carrément le Grand-Duché de Varsovie. Toutes ces conquêtes militaires, eh bien, elles sont justifiées aujourd'hui
par Poutine et ses acolytes par des formules comme celle-ci. Il s'agit de la réunion dans un seul État russe des terres russes de l'Ouest qui avaient appartenu à la Rousse ancienne. Je vous laisse juger. L'expansion coloniale au XIXe siècle, eh bien, elle est justifiée aujourd'hui, où il n'est pas question de remettre en cause la colonisation russe. Elle est justifiée parce que, théoriquement, les tsars auraient voulu mettre fin, je cite, aux guerres intestines entre les chefs de tribus du Caucase ou, disons, d'Asie centrale, ou mettre fin à l'esclavage, apporter le progrès. Et si les tsars ne l'avaient pas fait, ce serait l'impérialisme anglais qui aurait pénétré ces terres. Heureusement que les Anglais ont été arrêtés en Afghanistan. Donc voyez-vous, les Romanov sont chéris aujourd'hui parce qu'ils ont réalisé cet empire de 22 400 000 km² en 1914. Mais ils sont aussi chéris parce qu'ils ont créé la structure, la forme de l'État autocratique et militariste. C'est à Pierre le Grand que l'on doit ce complexe militaro-industriel qui fera, disons, qui marquera toute l'histoire de la Russie. C'est à Pierre le Grand que l'on doit cette conception d'un premier service militaire obligatoire avec une armée permanente de 200 000 serfs pour 25 ans. Et la création de ces manufactures, de ces fonderies de l'Oural, qui multiplieront la création de canons et de... C'est également à Pierre le Grand que l'on doit ce qu'on appelle la table des rangs, le Tchin, instauré en 1722. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un service permanent de l'État imposé, disons, à l'aristocratie civile et militaire. La noblesse en Russie, ça n'est pas une véritable, disons, caste, ni une véritable classe. C'est d'abord un corps hiérarchisé d'officiers civils et militaires. L'État impose à tous les enfants de la noblesse de faire, disons, d'abord des études et leur service militaire, comme officiers militaires et civils. Donc voyez-vous, cette conception du service de l'État nuira très profondément à l'affirmation d'une bourgeoisie éclairée, libérale. Elle compliquera tous les rapports entre le peuple et les élites, puisque à ces nobles, on donne et on distribue, comme voire on joue, des têtes de boyards, des têtes de serfs, des paquets de serfs. Donc voyez-vous, la russification repose fondamentalement sur cette conception de l'État patrimonial qui, disons, se développe de manière spécifique. Alors bien sûr, il y a des limites. Cet État patrimonial n'a pas réussi à russifier la Pologne, la Finlande, etc., etc. Et l'oppression nationale a été de plus en plus vécue, par exemple, y compris en Ukraine, un peu moins peut-être dans d'autres territoires. C'est cette armée multi-ethnique, multinationale, profondément paysanne, de paysans à peine libérés d'un servage en 1861, qui, lors de la Première Guerre mondiale, ne répondra pas aux vœux du tsarisme. C'est cette armée qui se décomposera avant même la révolution de février 1917 et qui va faire que la désintégration de l'armée permettra la désintégration du pouvoir tsariste. Il n'empêche que les Russes expliquent très mal cette décomposition aujourd'hui. Par contre,
ils ont sanctifié plus que jamais le tsarisme, car vous le savez, en 1998, le tsar Nicolas II a été canonisé et déclaré martyr de la foi par Helsinki lui-même et le patriarche de Moscou. Helsinki, dont le premier acte symbolique a été de faire reconstruire sous la place rouge la basilique de Saint-Sauveur que Staline avait fait raser pour permettre les grandes parades militaires dans les années 30. Donc voyez-vous, une question, la dernière pour cette première partie est posée. Quelle place est réservée dans le roman national de Poutine à l'expérience soviétique? Poutine propose une étonnante synthèse entre le passé tsariste et l'héritage soviétique. La conciliation entre ces deux périodes antagoniques suppose la négation de la révolution russe et la glorification de la grande Russie éternelle dont l'acmé serait la victoire de 1945 à la fin de la Grande Guerre patriotique. La révolution russe, la révolution d'octobre en particulier, est aujourd'hui condamnée comme un coup d'État contre le pouvoir légitime d'un gouvernement provisoire perpétré par un petit groupe de révolutionnaires, souvent juifs, manipulés par l'Empire allemand, internationalistes et terroristes, animés par une idéologie étrangère, le marxisme, et surtout par cette âme de Nadé qu'aurait été Lénine. Poutine dresse un véritable procès accusatoire contre Lénine. Excusez-moi, j'ai dû oublier... Bon, excusez-moi. Bon, voilà. Excusez-moi. Poutine, si vous voulez, se livre un véritable procès de Lénine. 3 griefs. Avoir capitulé en 1918 devant les Allemands en envisageant, en signant la paix humiliante de Brest-Litovsk, alors que l'Empire russe devait céder ses terres les plus fécondes et les plus riches. Notre pays a perdu la guerre face au pays qui avait perdu la guerre. C'est une abominable trahison, déclaration de Poutine. Deuxième accusation, avoir entièrement créé l'Ukraine moderne en arrachant à la Russie des parties de ses propres territoires historiques, à savoir ce qu'on appelle la Nouvelle-Russie, depuis Catherine II, à savoir la rive gauche du Dniepr, c'est-à-dire le Donbass et jusqu'à Odessa. Troisièmement, d'avoir imposé ses vues sur la constitution fédérative de Russie, celle qui sera appliquée en 1924. Je cite Poutine. Ce sont les idées de Lénine sur une structure étatique, confédérative et sur le droit des nations à l'autodétermination jusqu'à la séparation qui ont constitué le fondement de l'État soviétique et qui à terme seront, si vous voulez, le ferment qui fera éclater en 1991 l'Empire russe. Il est vrai que Lénine s'opposait à la conception de Staline concernant cette conception de l'Union soviétique. Alors que Staline voulait simplement créer un État centralisé autour de la Russie en concédant seulement une certaine autonomie aux républiques fédérées, eh bien Lénine, lui, proposait non pas de faire des concessions aux indépendantistes, comme l'accuse Poutine, mais Lénine voulait appliquer le principe de l'égalité des droits entre toutes les républiques soviétiques jusqu'à ce droit à la séparation, afin, premièrement, de mener une guerre sans merci contre le chauvinisme grand-russien que détestait Lénine, et aussi afin que l'adhésion à la future Union soviétique repose sur un choix volontaire, des Géorgiens ou des Ukrainiens par exemple. Il est vrai, et ça, ce n'est absolument pas connu, que de 1915 à 1916, Lénine multiplie les réflexions sur l'idée qu'il n'y aura pas de socialisme possible sans la démocratie. Je
pourrais vous en faire la démonstration. Sur tous ces points, Poutine réhabilite en fait l'œuvre de Staline. Staline n'a pas appliqué d'abord les principes léninistes en matière d'organisation de l'État. Il a opté pour un État fort, centralisé, afin, je cite Poutine, d'assurer le maintien d'un territoire aussi vaste et complexe. Deuxième point. Staline a préservé pour l'essentiel l'empire tsariste. Certes, il a dû accepter l'abandon de la Finlande luthérienne et de la Pologne catholique, mais pour l'essentiel, surtout en 1945, il a reconquis les territoires cédés au traité de Brest-Litovsk et territoires soi-disant russes perdus en 1918. Staline, enfin, est l'organisateur de la victoire de la Grande Guerre patriotique, puisqu'il a su rassembler tous les peuples de l'URSS, toutes les républiques sœurs, autour de la grande sœur russe. Poutine va jusqu'à développer constamment l'idée que c'est la Russie qui a offert la liberté au peuple du monde entier. Et il dit que c'est le sacrifice des soviétiques qui a permis de libérer toute l'Europe. Un soviétique, effectivement, dit-il dans un de ses célèbres discours, un soviétique sur 7 est mort lors de la Grande Guerre patriotique, alors qu'un Américain seulement sur 357 s'est sacrifié pour libérer l'Europe, nous dit Poutine. Et Nicolas Werth constate que si Poutine tire son chapeau à Staline, c'est que Staline a racheté à ses yeux les fautes de Lénine. Voilà pourquoi on peut dire que la propagande de Poutine aujourd'hui a une si grande efficacité. C'est qu'elle a réhabilité tout l'héritage du stalinisme, que la perestroïka en particulier avait fortement érodé. Si on en croit les enquêtes du centre Leveda, eh bien, aujourd'hui, en 2020, 70% des Russes considèrent comme positif le rôle de Staline contre 45% en 2000 et environ 20% en 1990. Vous vous rendez compte? Il n'empêche que 90% des Russes pensent que le plus grand, disons, acte de l'histoire de la Russie, c'est la victoire de la Grande Guerre patriotique, juste avant les conquêtes spatiales, et la conséquence, c'est que au début de l'année 2022, 88% des Russes approuvaient l'annexion de la Crimée. Où va la Russie? Écoutez cette première déclaration de Poutine quelques jours à peine après sa prise du pouvoir, le 9 février 2000. Celui qui ne regrette pas la destruction de l'Union soviétique n'a pas de cœur, celui qui veut la reconstruction à l'identique n'a pas de tête. Le dilemme est le suivant, à partir de 2000. Fin d'un empire, naissance d'une nation. Comment est-ce que Poutine conçoit la chose? Contrairement à une idée fort répandue, à mon avis, Poutine n'entend pas restaurer l'Empire soviétique. Il n'en a ni les moyens, ni même la volonté. Il veut seulement et d'abord restaurer la puissance de la nation russe, du peuple, de l'identité de la Russie nouvelle. Et il fonde cette nation sur l'identité de langue, de culture, de religion, de civilisation, et non pas sur l'égalité des droits de citoyens libres et souverains. Toute sa politique, disons, va viser à reconstruire, comme il dit, une voie russe vers la démocratie souveraine. Alors qu'est-ce que c'est que cette démocratie souveraine? Le premier mandat de Poutine
a été consacré, si vous voulez, à la restauration de l'État fort. Dès l'an 2000, Poutine a voulu rétablir un État efficace et il s'est fixé 4 objectifs très clairs. Premièrement, mettre fin au chaos et à la faillite financière de la présidence Helsinki et à l'humiliation d'avoir perdu la guerre froide. Pour cela, il respecte les institutions créées, la constitution de 1993, c'est une constitution très présidentielle, avec des pouvoirs extrêmement restreints de la Douma, ça lui va très bien. Mais son but politique, c'est de rapprocher les communistes réformateurs des démocrates russophiles, en marginalisant, si possible, à l'époque, les nostalgiques de l'URSS et les néolibéraux, ultralibéraux, disons, helsinkiens. Son deuxième but est d'interrompre le développement de la Russie dans un sens oligarchique. C'est une formule de Poutine. On n'y insiste pas assez. En effet, Poutine a voulu faire le ménage parmi ces oligarques qui avaient pillé le pays dans les années 1990 et il a voulu fixer de nouvelles règles de collaboration entre cet État pauvre, cette puissance pauvre, comme l'analyse l'économiste Georges Solokov, avec ces nouveaux riches, ces nouveaux potentats qui, disons, sur lesquels il compte pour relancer l'économie nationale. Certains seront chassés de Russie parce qu'ayant opté pour être des simples financiers internationaux comme Abramovitch. Mais d'autres bénéficieront longtemps de la générosité de l'État tout-puissant, un État patrimonial, comme par exemple Berezovski, qui fut longtemps un des privilégiés de Poutine. Mais attention, quand par exemple Mikhail Godorkovsky, le magnat de Rosneft, le premier, disons, combinat pétrolier de Russie, quand Godorkovsky négocie avec Exxon, la firme américaine, la pénétration du capital américain en Russie, c'est le veto. Il est arrêté, condamné à 10 ans de prison et surtout démis de sa fortune. Et Rosneft redevient et sera redistribué à d'autres. Donc il s'agit de préserver, si possible, dit Poutine, le capital russe. Pourquoi? Troisième point. Pour assurer un retour à l'état social minimum. C'est une formule de Poutine. Les gens veulent la stabilité, pas la stagnation. Ils veulent mieux vivre. Effectivement, après la terrible misère des 10 années d'Helsinki, il fallait stabiliser le rouble, payer les retraites et les salaires, restaurer les finances, et si possible, disons, remettre au travail les fonctionnaires et les travailleurs, afin de limiter les ravages et la décomposition de la société. Mais en politique étrangère, pendant cette première période de 4 ans, on oublie trop souvent que Poutine s'est montré extrêmement ouvert à l'égard de l'Occident. Il a envisagé un rapprochement avec les États-Unis et même avec l'OTAN. En septembre 2000, il déclare par exemple à Berlin « La guerre froide est finie ». Il propose l'année suivante à l'OTAN d'entrer en relation en déclarant « La Russie ne voit pas dans l'OTAN une organisation hostile. Un contact permanent est créé entre la Russie et l'OTAN, à condition qu'il n'y ait pas, disons, de menace de l'un comme de l'autre. » Eh bien, Poutine va être amené à se réviser radicalement cette position. Alors certes, s'il a fait ses avancées, c'est qu'il est disons, enfermé dans la seconde guerre de Tchétchénie. Et voilà pourquoi il réagit aussi vite après, disons, la destruction des tours jumelles à New York le 11 septembre, car il est le premier à apporter son soutien au président des États-Unis au nom d'une lutte commune contre le terrorisme islamique. Mais, dès 2003,
Poutine fait marche arrière, se ravise. C'est l'agression américaine contre l'Irak de son ami Saddam Hussein qui, disons, est le déclic. Il se rend compte que ce qu'on appelle en Russie l'étranger proche est menacé par un expansionnisme américain. Il change de doctrine en politique étrangère, se rallie à la doctrine Primakov, du nom du ministre des Affaires étrangères russe, qui avait fait condamner, disons, l'agression de l'OTAN contre la Serbie et la décomposition de la Yougoslavie. Mais Poutine ne peut pas intervenir, ne peut pas faire plus. Pourquoi? Parce que il s'agit de reconstruire cette Russie et de profiter de ses exportations de pétrole et de gaz. Le deuxième mandat de Poutine, 2005-2008, eh bien, connaît un durcissement, un tournant conservateur. À la suite de la multiplication des attentats terroristes, en particulier dans le Caucase, à Beslan, Poutine et à Moscou, Poutine entreprend, disons, ce qu'il appelle d'imposer la dictature de la loi, d'imposer la diagonale du pouvoir, et ainsi il se permet de nommer désormais tous les gouverneurs des provinces, afin qu'il y ait une unité de volonté de haut en bas. Mais en même temps, il décide de se rapprocher des chefs religieux de l'Église orthodoxe, mais aussi disons, de l'islam et du bouddhisme, en leur confiant une mission spéciale: naturaliser le peuple, moraliser le peuple, soutenir l'État. Le patriarche orthodoxe de Moscou devient ainsi le 6e personnage officiel de l'État. L'État, disons, dit Poutine, dans une grande déclaration en 2007, doit défendre les valeurs morales, sans lesquelles ni l'humanité, ni l'homme concret ne peuvent vivre. Valeurs qui ne peuvent être autres que religieuses. On retrouve cette idée, voyez-vous, hein, de la foi comme moteur et, disons, du régime politique. Poutine instrumentalise, certes, le christianisme orthodoxe, mais il se félicite de cette ouverture religieuse traditionnelle des tsars, respectueux des traditions de l'islam et du bouddhisme. Il n'empêche que pour lui, il s'agit de restaurer en Europe et dans le monde essentiellement une civilisation chrétienne au-delà de la communauté nationale. Il n'empêche que en 2004-2005, Poutine est particulièrement inquiet parce que après l'adhésion en 1999 de 5 États de l'Europe centrale, anciennement, disons, démocratie populaire, à l'Alliance Atlantique, en 2004-2005, eh bien, c'est des anciens États soviétiques, la Lettonie, l'Estonie, la Lituanie, mais aussi la Bulgarie et la Biélorussie qui rentrent dans l'OTAN. Et en 2006, pas la Biélorussie, excusez-moi, non, la Bulgarie. Oui. Bravo, vous suivez, ça me fait plaisir. En 2007, promesse est faite à la Géorgie et à l'Ukraine de pouvoir à terme y rentrer à leur tour. Et donc, l'accord entre l'OTAN et la Russie semble caduc. Donc, si vous voulez, de plus en plus, Poutine considère que la Rousski Mir, le monde russe, est menacé de grignotage. D'autant plus que l'Ukraine en particulier est très sensible à des promesses d'intégration économique
qui lui sont faites. Dès la révolution orange en 2004, après la victoire du président pro-européen Petro Loutchenko, Poutine accuse ouvertement l'Union européenne et les États-Unis de vouloir isoler la Russie. Et parce qu'elle conteste cette conception d'un monde unipolaire. Même si Poutine pense que le rétablissement, disons, en 2010, d'un président pro-russe, Viktor Yanukovych, à Kiev, facilite, disons, le maintien de l'Ukraine dans l'orbite russe, il n'empêche que Poutine est particulièrement, disons, inquiet de ces progrès du partenariat que propose l'Union européenne disons, d'autant plus que un certain nombre de milieux, et en particulier certains milieux oligarchiques, sont particulièrement sensibles en Ukraine à la rupture des liens avec la Russie et au rapprochement avec l'Europe. Poutine ne peut admettre que les Européens veuillent, que les Ukrainiens veuillent se détacher de la Russie, et il va même jusqu'à dire en 2010, alors qu'il n'est pas il est simplement Premier ministre, de Medvedev, son comparse, il va déclarer que il y a danger parce que, écoutez bien, c'est la première fois qu'il le dit, les frontières des anciennes républiques soviétiques ne sont pas immuables et parce que l'espace culturel ne possède pas de frontières. En fait, après l'intermède de Medvedev, Poutine, disons, lors de son 3e mandat, va être totalement dominé par la défense de l'identité russe et la dénonciation de l'Occident proche, comme il dit. Le retour de Poutine à la présidence, disons, se marque par une véritable évolution autoritaire du pouvoir, d'autant plus que son élection a été contestée. Eh bien, les contestataires sont emprisonnés massivement, les réseaux sociaux sont très fortement contrôlés, les libertés d'expression et d'opinion sont très soumises à la censure, les manifestations interdites ou réprimées, un certain nombre même d'opposants va être assassiné à Moscou. Poutine propose à la Douma de faire voter un certain nombre de lois morales et mémorielles. Loi morale, je vous cite l'une. Protéger les enfants de la pornographie, de la violence et des comportements immoraux et obscènes. Pénalisation de toute propagande homosexuelle. Disons, menace. Autre menace. Les organisations non gouvernementales, en particulier Mémorial, qui avait, disons, entrepris un très grand travail de restauration de la mémoire des crimes de Staline, eh bien, devront se déclarer comme agents de l'étranger et seront soumises désormais à des contrôles tatillons. Mais il y a pire. Le 13 septembre 2013, devant le cercle d'élite Valdai, Poutine lance une violente campagne contre l'Occident et pour la défense de l'identité russe, il renvoie carrément dos à dos aussi bien l'idéologie soviétique qui ne saurait revenir, dit-il, que l'ultralibéralisme occidental prétendant civiliser la Russie de l'extérieur. Pour lui, il s'agit de restaurer en Russie d'abord, mais aussi dans toute l'Europe, les racines chrétiennes, fondements de la civilisation occidentale, que les États occidentaux sont en train de sacrifier. Poutine va encore plus loin quand il estime que la Russie s'est toujours développée comme, je cite, une complexité florissante,
comme un État-civilisation, reposant sur le peuple russe, la langue russe, la culture russe, l'Église orthodoxe russe, et il ajoute, et les autres religions traditionnelles de la Russie. La Russie se veut ainsi, voyez-vous, la championne de la défense de la civilisation chrétienne en Europe et multiplie les contacts avec tous les groupes nationalistes et réactionnaires de la droite européenne. Pour resserrer ces liens, malgré tout, avec l'Ukraine, qui sont les plus difficiles, qui sont les plus en danger, en 2013, Poutine propose ce qu'il appelle le projet Novarossia, un projet de coopération économique qui doit damer le pion au partenariat européen. Mais Poutine s'y prend beaucoup trop tard, si bien que Yanukovych hésite. Et finalement, Poutine est obligé de menacer. En septembre 2013, il n'hésite pas à déclarer « L'Ukraine est sans doute un État indépendant, mais n'oublions pas que l'État russe actuel a des racines nées à Kiev et liées au Dniepr. La Russie kievienne est à l'origine de l'immense État russe. Nous avons une tradition commune, une mentalité commune, une histoire commune. Nos langues sont très proches. En ce sens, nous sommes un seul peuple. Un seul peuple. Quand éclatent donc les manifestations en décembre 2013 à Maïdan, à Kiev, eh bien aussitôt Poutine accuse de complot les États-Unis. Il accuse un coup d'État, renversant bien sûr Yanukovych qui se réfugie en Russie. Il y réplique aussitôt par l'annexion de la Crimée qui fait légaliser dans la foulée par un référendum très largement victorieux. Mais il soutient aussi, quelques semaines après, les premiers séparatistes du Donbass qui se soutiennent. C'est la première fois depuis 1945 qu'un État européen remet en cause, à part l'exception yougoslave, disons les frontières d'un autre État. Commence donc une guerre larvée et on peut se poser la question, pourquoi est-ce que Poutine a fait cela? Le 18 mars 2014, il s'adresse très gravement à son peuple, il s'adresse à son peuple et il déclare qu'il prononce le discours le plus important de sa vie. Il se félicite, dit-il, avec l'annexion de l'Ukraine, d'avoir commencé à rassembler les terres russes à l'exemple d'Ivan III et de ses successeurs, Pierre le Grand en particulier. De fait, il entreprend le démantèlement de l'Ukraine indépendante. Il précise que Kharkov, Donetsk, Lugansk et Odessa, création de Catherine II, eh bien, font partie de la Nouvelle-Russie et n'ont jamais fait partie de l'Ukraine. Il est donc légitime, dit-il, de les ramener au plus vite dans la mère patrie et de les défendre contre les agressions des néo-nazis, des ukr-nazis, comme il dit. Donc, voyez-vous, il est particulièrement ulcéré de la réhabilitation de ces nationalistes ukrainiens de l'UPA, dont je vous parlerai. Mais voyez-vous, plus largement, Poutine met en cause non seulement le comportement des Ukrainiens nationalistes, mais le comportement de l'Occident contre la Russie. Il développe, dès donc, avril 2014, le thème de l'endiguement de la Russie par l'Occident.
la politique d'endiguement de la Russie qui a commencé, qui a continué au XVIIIe siècle, qui a continué du XVIIIe siècle au XIXe et au XXe siècle, se poursuit aujourd'hui. Mais il y a des limites. En ce qui concerne l'Ukraine, nos partenaires occidentaux ont franchi la limite jaune. Poutine, donc, cherche à étendre la souveraineté de la Russie sur, disons, cette Ukraine qu'il entend de fait démanteler dès lors, et il cherche, si vous voulez, à faire reculer ce qu'il appelle l'Occident global. Tout est, disons, en jeu. Hein. Et la question se pose, pourquoi est-ce qu'il n'a pas attaqué militairement en 2015? Pourquoi est-ce que les accords de Minsk ont été signés entre lui, le nouveau président Petroschenko, mais aussi sous l'égide des États-Unis, par la France, hein, et l'Allemagne? En fait, Poutine a considéré que son armée n'était pas prête. Et il a lancé à ce moment-là un très vaste programme de réarmement. Mais aussi, il a cherché à élargir son assise diplomatique. Certes, depuis 2000, il a en tête l'idée qu'il y a une stratégie eurasiatique, que la Russie est un État, disons, qui fait le pont entre l'Asie et l'Europe. Par exemple, il déclarait en 2000, la Russie prendra toujours appui sur ces deux piliers, l'européen et l'asiatique. En 2007, il s'était rapproché, disons, de la Chine et de l'Inde, en estimant qu'il y avait fort peu d'États dans le monde qui avaient une véritable souveraineté. Sous-entendu, la France et l'Allemagne ne sont plus des États souverains, sont des États soumis aux États-Unis. La Russie reprend à son compte, en 2010, ce projet d'union eurasienne que Poutine avait déjà évoqué en 2010 à Astana, la nouvelle capitale du Kazakhstan. Il s'agit, vous savez, que Poutine a créé une alliance militaire avec les anciennes républiques soviétiques orientales. Il y voit, dit-il, non seulement une unité stratégique, mais une unité civilisationnelle, en disant qu'il s'agit de rapprocher les valeurs chrétiennes traditionnelles et les sagesses de l'Orient. Pour lui, la Russie est un pays eurasiatique, car c'est un exemple unique au monde de dialogue des cultures et des civilisations qui, disons, est devenue une tradition dans la vie et l'état de la société. L'Eurasie, disons, permettra à terme, dit-il, le rapprochement entre la Chine et la Russie, et ce rapprochement, cet axe Russie-Chine, sera amené à remplacer tôt ou tard les États-Unis comme leader mondial. Il dit tout cela dès 2010. Hein. C'est absolument ahurissant de découvrir les textes et leur actualité. Bon, je passe sur les rapprochements avec la Chine, mais ce qui est certain, c'est que le 21 février 2022, Poutine, à la fin de son long discours au peuple russe, un long discours qu'il présente comme aussi important que celui qu'il a prononcé en 2014, eh bien, à la fin de son long discours, Poutine, je le cite, exige une cessation immédiate des hostilités par ceux qui détiennent le pouvoir à Kiev. Sinon, toute la responsabilité de la poursuite et de l'effusion de sang reposera entièrement sur le régime au pouvoir, sur le territoire de l'Ukraine. Nous sommes devant une formidable inversion des responsabilités, un paradoxe immense. Poutine, qui se prépare à faire envahir l'Ukraine, estime que c'est aux Ukrainiens à arrêter les hostilités, sinon la responsabilité retombera sur eux. Et
dans ces conditions, le 24 février, 2 jours plus tard, les chars russes fondent sur, disons, Kiev. Alors, vous pouvez voir, vous pouvez lire cette phrase de Poutine prononcée ce jour-là, le 22 février. Nous savons qui est le principal adversaire des États-Unis. C'est la Russie. Dans les documents de l'OTAN, notre pays est officiellement déclaré comme étant la première menace pour la sécurité euro-atlantique. Et l'Ukraine servira de tremplin pour un tel. Poutine est parfaitement conscient de cette situation stratégique. Alors voilà pourquoi je voudrais passer assez vite sur un certain nombre d'interprétations de la guerre que nous donnent aujourd'hui un certain nombre d'historiens et d'hommes politiques, parce que, à mon avis, il faut être beaucoup plus réaliste que cela. Certains disent que cette guerre est une guerre fratricide. C'est une thèse développée essentiellement par des historiens conservateurs de droite, russes ou non russes, dans la lignée de Hélène Carrère-Dankos, estimant que le grand frère russe a le droit de défendre son modèle d'intégration politique et culturelle et de défendre son espace civilisationnel. Bon, alors, certains développent exactement la thèse inverse, tout en se référant à l'idée que ce sont les Ukrainiens qui sont les héritiers du foyer, disons, initial, du foyer orthodoxe. Par exemple, c'est la thèse de Jean-François Colosimo. Mais bien sûr, certains se rendent compte que ces frères, ces peuples frères, sont devenus des peuples ennemis. C'est la thèse, par exemple, de Anne Colin-Lebedev. Mais, disons, il faut être plus précis. En fait, si on s'en tient à cette notion de guerre fratricide, c'est qu'on n'explique pas le phénomène. L'historien, par exemple, Andras Kepler, qui a écrit un ouvrage publié en 2017 qui porte le titre « Russes et Ukrainiens, les frères inégaux », est beaucoup plus près de la réalité. Il montre que, disons, il y a eu en permanence concurrence entre un grand frère et un petit frère, mais que tous les deux ont cherché à, disons, ériger à la fois des rapports amis-ennemis selon les circonstances. Tant que le petit frère, je cite, disons, Kepler, tant que le petit frère obéit et est loyal, le grand frère l'aime et le protège. Mais le grand frère n'hésite pas à le châtier dès qu'il cherche à s'émanciper. Je ne vous cache pas, je suis extrêmement, disons, choqué par ce type d'analyse qui relève de la psychologie du commerce, car d'autres historiens, beaucoup plus sérieux, en particulier l'historien russe Sergueï Plekov, c'est un Ukrainien émigré aux États-Unis, développe l'idée qu'en fait, il n'y a pas eu de foyer commun, que Russes, Biélorusses, Ukrainiens ont eu des histoires beaucoup plus complexes et beaucoup plus larges. Il faut rompre avec tous ces héritages, disons, de l'histoire romantique, slavophile, développée par l'historien du XIXe siècle, le Michelet russe, à savoir Nikolai Karamzin. Il faut rompre également avec l'histoire nationaliste ukrainienne que l'historien Nikolai Outchevski a créée dans les années 1880. Lui-même sera, disons, futur président de la Rada en 1917. En effet, l'Ukraine a toujours été un patchwork. C'est le terme employé par cet historien ukrainien. L'Ukraine a toujours été une terre de confins, une terre de marche, une terre dont les frontières n'ont cessé d'évoluer dans l'histoire, ce qui a gêné la formation du sentiment national. Le problème, c'est que ce sentiment national s'est forgé pour l'essentiel, eh bien, sous la période soviétique et après 1991, et que le comportement de Poutine n'a pas, disons, aidé à ce que
ce sentiment national, disons, ne soit pas, comment vous dire, hostile à la Russie. Deuxième thèse que je critique. Cette thèse est souvent présentée comme une guerre de civilisation. Poutine parle de guerre de civilisation. Mais, disons, le président ukrainien aussi parle de la guerre du bien contre le mal. En fait, très souvent, on nous présente aujourd'hui en Occident cette guerre comme une guerre de la liberté et de la démocratie contre la dictature et la barbarie. En fait, ce schéma binaire est particulièrement contestable car l'Ukraine, indépendante depuis 1991, a été loin d'être une véritable et réelle démocratie. Ces institutions politiques présidentialistes ont été l'enjeu de rivalités multiples entre oligarques particulièrement corrompus, oligarques représentant souvent des intérêts régionaux, rivaux. Et une petite remarque simplement, l'Ukraine a connu 6 présidents, mais 3 sont arrivés au pouvoir en dehors de tout cadre constitutionnel à partir de crises graves politiques et d'élections plus ou moins contestées, aussi bien en 2004, en 2010 et en 2014. Par suite, les Ukrainiens n'ont fait que renvoyer la pièce aux Russes en érigeant un certain nombre de lois dites de désoviétisation ou de lois mémorielles qui interrogent les politiques, mais aussi les historiens. Première loi mémorielle fondamentale qui est enracinée dans le sentiment national ukrainien, c'est, après la révolution d'Orange, disons, cette loi prise, disons, en 2006 par le président Viktor Yushchenko, faisant de l'Holodomor, c'est-à-dire de la grande famine de 1932-33, un génocide soviétique du peuple ukrainien, une extermination par la faim, pire que le génocide nazi. Il y a une concurrence sur les chiffres. Certains vont dire jusqu'à dire qu'il y a eu 10 millions de victimes, alors que la plupart des historiens pensent que cette crise, cette grande famine, est la conséquence à la fois de la décolonisation forcée après la collectivisation des terres en 1929-30, très violente en Ukraine, mais aussi du fait de la sécheresse, d'une sécheresse particulièrement violente et qui va de la Hongrie jusqu'au Kazakhstan. Au Kazakhstan, en parenthèse, où il y a eu en proportion plus de victimes qu'en Ukraine. Toujours est-il que ce thème du génocide perpétré par les soviétiques contre les Ukrainiens a été appuyé très largement par l'Allemagne, mais aussi par les États-Unis qui ont reconnu ce génocide. Après la révolution de Maïdan en 2014, le président Petrouchevsko ajoute un certain nombre de lois mémorielles concernant, disons, l'identité ukrainienne. Première de ces lois, une loi condamne toute contestation du caractère également criminel des régimes communistes et nazis en Ukraine. On renvoie dos à dos, bien sûr, mais même l'Union européenne, le Conseil de l'Europe l'a fait. Une autre loi, plus grave par certains côtés, réhabilite l'honneur et la mémoire des combattants pour l'indépendance de l'Ukraine au XXe siècle, et en particulier les combattants de l'armée ukrainienne populaire fondée par Stepan Bandera, et, disons, héritier de l'organisation des nationalistes ukrainiens fondée en Pologne en 1929. Donc, cette armée populaire, eh bien, ce que l'on sait, c'est que, eh bien, la plupart de ces 300 000 membres sont rentrés dans l'armée, disons, nazie. Disons, le bataillon, SS Galicie en particulier. Quant à Bandera, certes, il a proclamé l'indépendance de l'Ukraine en
disons le 21 juin 1941, mais il a été aussitôt arrêté par les nazis. Il n'empêche que ces corps francs, les corps francs de l'EPA, ont largement participé au massacre que les Einsatzgruppen allemands ont perpétré contre des Polonais, mais aussi contre des Ukrainiens, des Juifs en particulier. Si bien que le centre Simon Wiesenthal a contesté très vigoureusement cette idée que l'on puisse réhabiliter la mémoire de nationalistes qui ont collaboré avec les nazis au début de la Seconde Guerre mondiale et dont les partisans sont impliqués dans la mort, entre autres, de milliers de juifs. Donc, voyez-vous, cette thèse est particulièrement discutable. Par bonheur, parce que d'un côté, le président Vladimir Zelensky a cherché à calmer pour ainsi dire, ce conflit des patrimoines, cette guerre des mémoires, mais il est obligé de reconnaître à son grand regret que Stepan Bandera, le chef nationaliste, reste, je cite Vladimir Zelensky, un héros pour une partie des Ukrainiens. Bref, la guerre actuelle est certes une guerre des mémoires nationalistes, pas une guerre du bien contre le mal. Alors, deux thèses sont rapidement à examiner. Est-ce que la guerre actuelle n'est pas un conflit intra- ou inter-impérialiste? Il suffit de faire comme on peut le faire, disons, traditionnellement, comme je l'ai fait dans mon ouvrage, une analyse économique et sociale de ces rapports entre la Russie et l'Ukraine pour comprendre que tel est le cas. En 1991, l'Ukraine n'était pas seulement le grenier à blé de la Russie, c'était aussi la deuxième république industrielle, c'était un des fleurons industriels de l'Union soviétique. Elle fournissait certes 60% des céréales et des betteraves à sucre, mais elle fournissait aussi 35% des aciers et de l'aluminium et la moitié quasiment des matériels militaires et des navires. Elle fabriquait des fusées et des missiles et je vais y insister, elle fournissait 40% de l'électricité nucléaire soviétique. Il suffit de lire rapidement, comme le font certains journalistes, les 2500 pages de l'accord d'association politique et d'intégration économique que le président Petro Porochenko a signé le 21 juin 2014 contre la promesse d'un crédit de 11 milliards d'euros pour 5 ans, pour comprendre le sens de ce traité de libre-échange entre l'Union européenne et l'Ukraine. Quelques têtes de chapitre. Quelques textes de chapitre. Révocation de toutes les réformes édictées depuis 1992. Suppression des aides publiques d'État aux entreprises et aux services publics. Structuration des marchés de l'énergie, du charbon, de l'électricité, des transports. Assurer la protection des investissements étrangers. Libéraliser le code du travail et supprimer les conventions collectives. Les 44 annexes de l'accord préciseront les contreparties de ce crédit de 11 milliards présenté comme un partenariat oriental. En gros, faire de l'Ukraine l'annexe des pays d'Europe centrale qui ont servi de petite Chine où les États occidentaux industriels, comme l'Allemagne en particulier, ont pu délocaliser leurs industries de main-d'œuvre. Un diplomate français n'a pas hésité, sous le sceau du secret, à déclarer que, je cite, « ces accords d'association reflètent en quelque sorte un esprit colonial et l'Ukraine ainsi vient de signer un traité d'annexion volontaire. » Je prends un seul exemple, l'exemple du marché de l'énergie électrique. Lors de la dénucléarisation de l'Ukraine en 1994, il avait été convenu
que toutes les armes nucléaires soient rapatriées en Russie, que l'Ukraine s'engage par contre à ce que les 14 centrales nucléaires construites à l'époque soviétique soient et restent à la fois alimentées, entretenues et, disons, par Rosatom, c'est-à-dire le géant atomique de l'énergie atomique russe, qui récupérait les déchets. Et voilà pourquoi c'est jusqu'à nos jours une partie de ces centrales, disons, est non pas forcément sous contrôle russe, mais est partagée entre Russes et Ukrainiens. Il n'empêche que dès 2015, a été décidé le raccordement du réseau électrique ukrainien, excédentaire, très largement excédentaire en production d'électricité, au réseau européen. Les entreprises européennes, en particulier EDF, RTF et, disons, l'entreprise allemande RDW, ont raccordé le réseau ukrainien à l'Europe occidentale pour le marché de l'électricité décarbonée, alors que l'alimentation du réseau électrique russe a été coupée le 21 février 2022, 3 jours avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. On peut dire, si vous voulez, j'exagère peut-être, mais on peut dire que l'Ukraine était déjà intégrée dans le marché européen avant même de recevoir le statut de mandat pour l'intégration européenne qu'elle reçoit officiellement le 24 juin 2022. Et enfin, dernière thèse. Est-ce que nous ne sommes pas fondamentalement devant une guerre stratégique? Vous avez vu les arguments de Poutine. Mais je ne sais pas si vous avez lu les déclarations d'Angela Merkel au journal Die Zeit le 7 décembre 2022, qui donne un éclairage particulièrement neuf sur la nature de la guerre actuelle. Elle explique pourquoi les accords de Minsk n'ont pas été appliqués ni par la France ni par l'Allemagne. Je cite: « Il était évident pour nous que le conflit allait être gelé, que le problème n'était pas réglé. Mais cela a justement donné un temps précieux à l'Ukraine, un temps qu'elle a utilisé pour se renforcer. » Elle développe l'idée que si Poutine avait, disons, voulu envahir en 2015 l'Ukraine, il aurait pu certainement le faire. Poutine aurait donc alors facilement gagné. Et je doute fortement qu'à l'époque, l'OTAN ait été en mesure d'aider l'Ukraine comme elle le fait aujourd'hui. Ce que l'on sait maintenant de manière sûre, c'est que dès 2015, l'OTAN a passé avec l'Ukraine le programme, disons, d'équipement et de formation qui porte le titre « Subir, s'affaiblir ». Par ce programme ont été formés environ 10 000 officiers ukrainiens aux États-Unis en 5 ans, alors que les commandos britanniques formaient, disons, des sous-officiers en Ukraine. Bref, en allant un peu vite, on peut dire que dans la perspective d'un conflit militaire inévitable, l'OTAN a, disons, contribué à renforcer militairement l'Ukraine avant même qu'elle ait posé sa question de son adhésion. Alors j'ai été très long, je m'excuse, mais j'ai voulu, disons, peut-être vous donner beaucoup d'éléments. Je vous propose 3 pistes pour peut-être
ouvrir la discussion. Incontestablement, Poutine a perdu la guerre idéologique et morale. Mais il a surtout perdu la guerre, la bataille politique. Parce qu'il n'a pas tiré toutes les leçons de l'éclatement de l'URSS, parce qu'il n'a pas vu émerger en particulier à Kiev, en Ukraine, un sentiment national fondé sur d'autres valeurs que la langue, la religion ou la culture. En fait, la grande faute de Poutine, c'est d'avoir conçu la nation russe comme le faisait en son temps Staline, sur des critères qui n'étaient pas démocratiques, qui n'étaient pas basés sur la souveraineté des citoyens. Mais surtout, troisième point, Poutine a certainement déjà échoué dans tous ses objectifs stratégiques. L'Ukraine est intégrée de fait dans l'Union européenne. L'OTAN s'est renforcée avec l'adhésion de la Finlande et peut-être de la Suède. Les États de l'Union européenne, disons, sont restés soudés. Comme les États-Unis, ils réarment tous. La Russie, disons, entend peut-être diviser, briser l'Ukraine, mais il est clair que les États-Unis entendent de leur côté, disons, mener une guerre indirecte, sans exposer un seul Américain, contre la Russie, par Ukrainiens interposés. Et surtout, il semble évident que les États-Unis veulent mettre en échec à la fois toute émancipation de l'Union européenne et surtout éviter la formation d'un axe Moscou-Pékin qui pourrait être un véritable danger pour, disons, les années à venir. Et je terminerai par une réflexion qui est une réflexion constante dans mon livre, à savoir, et les victimes de tout cela, de tous ces politiques, ce seront encore une fois les peuples de Russie et d'Ukraine qui, encore une fois, seront les victimes d'enjeux stratégiques et économiques inavouables. Je vous remercie. Appuie sur le bouton. Excusez-moi. Excusez-moi. Oui. À un moment donné, Je l'avais allumé. Non, non. Je l'avais allumé. Eh bien, après cet excellent exposé, nous allons ouvrir le débat pour le peu de temps qui nous reste. Et je vais passer la parole à qui le demande, madame. excusez-moi, à un moment donné, vous dites qu'en 2015, avant de parler du discours d'Angela Merkel, vous dites qu'en 2015, Poutine avait lui aussi besoin de temps pour se réarmer. Si je comprends bien, en 2015, que ce soit la Russie ou que ce soit les Occidentaux, ils avaient tous besoin de temps. C'est ça ou pas? Je n'ai pas de chiffre précis en tête, mais l'état de désorganisation de l'armée russe, disons, était assez lamentable en 2015. C'était une armée avec essentiellement des commandos, théoriquement 2 millions de réservistes, mais qui ne faisaient plus, qui n'étaient vraiment pas. C'était une armée extrêmement, comment vous dire, qui depuis la guerre de Tchétchénie
avait été, comment vous dire, qui n'avait plus été vraiment alimentée, formée. Elle avait des défauts permanents. Manque de sous-officiers, manque de certains matériaux d'observation et de guidage. Ça, c'était des handicaps très certains. Pourquoi? Parce que les guerres qu'avait menées jusque-là, aussi bien en Tchétchénie qu'en Syrie ou en Géorgie, la Russie, étaient des guerres à l'ancienne, comme en Afghanistan. Des guerres, pour ainsi dire, de destruction. Elles n'étaient pas préparées pour une guerre, disons, moderne. Et je pense que les Russes s'en sont rendus compte, mais que peut-être les 4 à 5 ans de quasi-doublement des budgets militaires ne leur ont pas suffi. Hein. Le doublement des budgets militaires russes lors du dernier mandat de Poutine représente l'équivalent de 80 milliards de dollars, alors que le président Biden, dès le début de l'agression, a annoncé une aide américaine de 45 milliards de dollars. Ça vous donne un ordre de grandeur. Donc, voyez-vous, manifestement, Poutine avait besoin de gagner du temps. Nous aussi. Oui, bonjour. Moi, je souhaiterais... Oui, ici. Je souhaiterais vous poser la question suivante. C'est sur le plan de, on va dire, de l'idéologie dominante au sein de la société russe contemporaine, aussi bien dans les milieux dirigeants que dans la population en général. N'assiste-t-on pas, disons, à un phénomène qui se manifeste également malheureusement un peu dans l'ensemble des pays du monde, c'est-à-dire une montée d'un nationalisme identitaire d'extrême droite qui s'inspire notamment de philosophes comme Alexandre Douguine, dont la pensée repose principalement sur des philosophes nazis comme Martin Heidegger et Carl Schmitt, et qui est en phase, et qui est reconnu d'ailleurs comme un des principaux idéologues de l'extrême droite internationale, au même titre que les idéologues de la nouvelle droite française comme Alain de Benoît, Guillaume Fay, dans le registre plus bas de gamme, Alain Soral ou Renaud Camus. Et par le terme nazi dans la phraséologie russe contemporaine, est-ce que ça ne signifie pas au terme Bosch, c'est-à-dire une dénonciation davantage d'un nationalisme impérialiste germanique plutôt que d'une contestation du nazisme en tant qu'idéologie politique de type fasciste? Alors, entièrement d'accord sur la dernière formule que vous venez d'employer, puisque c'est un mot employé à tout vent, hein, sans véritable définition de ce qu'est le fascisme et le nazisme. Mais il faut voir une chose, c'est que le poutinisme, à partir de 2010, surtout 2012, a libéré toutes les formes, tous les courants conservateurs, réactionnaires, qui avaient souvent des bases dans l'idéologie, dans les idéologies slavophiles et euro-asiatiques au XIXe siècle. Il y a plusieurs types de courants. Il y a des courants populistes, il y a des courants orthodoxes, il y a des courants, disons, il y a des courants qui sont vraiment des négateurs de l'Occident, avec une violence extrême. Vous avez cité Douguine, mais par exemple, il y a le philosophe Léontiev, que cite souvent Poutine, qui est un philosophe beaucoup plus modéré que Douguine, hein, mais qui développe à peu près les mêmes thèmes, en insistant beaucoup moins sur l'eurasiatisme. Mais cette idée que, en fait, il y a une base civilisationnelle dans l'héritage qui va en droite ligne du christianisme byzantin jusqu'à la Russie d'aujourd'hui, c'est vraiment un des thèmes majeurs. Hein. Et puis, il y a autre chose. Il se trouve qu'une personne ancienne universitaire russe qui m'a aidé en tant que traductrice, aujourd'hui, elle est poutinienne. Hein. Je prends cet exemple parce qu'il est révélateur. Elle était spécialiste d'histoire contemporaine, spécialiste de l'histoire française. Elle s'est reconvertie en 1995 en, disons, histoire médiévale. Aujourd'hui, elle est poutinienne, mais pourquoi? Parce qu'elle
elle croit fondamentalement à cette idée d'une identité russe, d'une identité civilisationnelle, et elle croit fondamentalement que les Russes sont présentés par l'Occident comme des peuples arriérés, comme des espèces de sous-hommes, et incapables de culture, incapables d'ouverture, et en conséquence, si vous voulez, il y a une véritable humiliation. Quand on cherche à comprendre, disons, ce qui la meut, on est frappé de ce phénomène de, pour ainsi dire, d'humiliation. Et c'est une humiliation qui dure depuis 30 ans. Jean. Oui, bonjour. Là-dessus. J'ai envie de savoir ce que vous pensez de l'article de Mediapart et qui a été repris par Le Point, à savoir le grand retour de la CIA qui aurait manipulé Erdogan et permis d'intoxiquer Poutine pour faire croire que l'Europe était en mort cérébrale, que Vladimir Zelensky s'enfuirait, et suite aux erreurs de la CIA précédente avec Bush et Saddam Hussein, développe cette théorie. Et par ailleurs, Vladimir Zelensky n'a toujours pas porté plainte contre le fameux bataillon de Monaco, dont on voit actuellement sur la Côte d'Azur un nombre de voitures immatriculées israéliennes, des grosses voitures qui ne pense pas ne soient conduites par des enfants ou par des femmes, mais je vois des jeunes, et effectivement, ça fait penser que les jeunes Ukrainiens, comme les jeunes Russes, sont des chairs à canon, sont des cobayes, et que tous les marchands d'armes et les États qui sont derrière regardent un petit peu ce conflit, et pour eux c'est une situation intéressante. Merci. Je ne vais pas répondre à votre... parce que je ne voudrais pas rentrer dans un problème, pour ainsi dire, de négation ou d'allégation d'un phénomène complotiste, mais ce qui est certain, c'est qu'on n'a pas fini d'établir les liaisons entre les oligarques ukrainiens et d'autres oligarques européens. Et que par beaucoup de côtés, à mon avis, effectivement, l'idée de vouloir arracher l'économie ukrainienne à l'espèce, pour ainsi dire, de sphère dans laquelle s'était développée l'économie russe était, disons, extraordinairement un pari risqué. Pourquoi? Parce que c'est pas seulement l'économie russe qui en a pâti, c'est que l'économie ukrainienne en a pâti. L'économie russe a connu, en dépit de la renaissance des années 2000-2020, a connu une faible croissance, beaucoup plus faible par exemple que celle de la Pologne, alors que l'Ukraine a connu une très longue crise de décomposition économique, et une crise sociale plus importante que la Russie. Et je signale que, par exemple, notre ministre des Affaires étrangères n'a pas hésité à déclarer le 24 juin 2022, attendez, je ne dis pas de bêtises, est-ce que je suis capable de retrouver la citation immédiatement, parce que je ne voudrais pas lui faire dire... Il a déclaré ceci: nous allons provoquer l'effondrement économique de la Russie. Je vous signale que le président Biden avait déclaré quelques semaines auparavant: nous allons saigner la Russie. Voilà. Pas la peine de comploter, les buts sont clairs, à mon avis. Seulement peut-être je vais anticiper sur notre question, ce qui est frappant, c'est que qui ose parler de guerre intra-impérialiste ou inter-impérialiste aujourd'hui, entre un capitalisme russe très affaibli qui cherche à tout prix à se maintenir, et par finalement la violence militaire, et d'autres capitalistes occidentaux, qui est-ce qui ose dénoncer une guerre inter-impérialiste et qui ose aujourd'hui lutter pour la fin de ces guerres? Je vous remercie.
On est toujours en train de décrire la Russie comme une île infernale entourée d'un océan d'amour. Et je trouve qu'on ne relève pas assez dans la presse, etc., comment dirais-je, l'importance de la position des États-Unis au niveau économique à travers le monde, contre, comme vous l'avez souligné, l'Europe, contre la Chine, contre l'Inde, contre tout le monde, pour pouvoir garder comme étalon or le dollar dans le monde. Parce que le problème, il est quand même là. Se servir des religions, je veux dire, les évangélistes aux États-Unis et au Brésil ne se gênent pas pour justement se servir d'eux, et en Israël, n'en parlons pas. Même Yasser Arafat s'était reconverti quelque part à l'islam, alors qu'au départ, il avait des positions très laïques. Et la question que je me pose toujours, c'est est-ce que les États-Unis d'Amérique auraient accepté ce mouvement venant de l'Amérique du Sud, et est-ce qu'elles auraient toléré aux frontières du Mexique des armements apportés par les Russes, les Chinois ou plutôt notre peuple? Merci. Cherchez simplement à voir les conséquences de cette guerre sur les divergences entre les monnaies nationales. Qui sort très largement vainqueur de l'affaire, c'est le dollar, plus 25% par rapport à l'euro, plus 30% par rapport au yen. Je ne sais pas le rapport entre le yuan chinois et le dollar, je ne peux pas le dire, mais il est certain que le dollar, disons, a largement creusé, en plus avec la politique de Biden, disons, d'aide à la relocalisation, tout prétexte de lutter contre le réchauffement, disons, climatique. Donc, voyez-vous, l'Europe est mal partie dans cette guerre où elle est prisonnière, à mon avis, entre les deux mâchoires d'un étau. Quand Poutine met l'accent très fortement sur le côté chrétien, est-ce qu'il est suivi par son peuple là, dans cette idée-là? Parce que quand on regarde comment il a agi en Tchétchénie, ça n'a pas grand-chose à voir avec les chrétiens. Hein. Alors, moi ce qui me frappe, si voyez-vous, c'est cette référence permanente de Poutine à la religion. Et alors, il y a un problème majeur. En 1991, à la chute de l'Union soviétique, on estimait qu'il y avait à peu près 35 à 40% de gens qui se disaient croyants. Aujourd'hui, en Russie, d'après toujours le centre d'études le plus sérieux qui soit, les Védas, c'est à peu près 80% des Russes qui se disent orthodoxes. Mais attendez, mais il y a 2 à 3% de Russes seulement qui vont à l'office dominical, comme en France. Voilà. La question, ce sera la dernière parce que l'heure tourne. Bon, j'ai des contacts avec la Russie, je raconterai rapidement tout à l'heure, mais par rapport au dollar, les États-Unis sont très inquiets. Là, il va y avoir un sommet des pays d'Amérique du Sud pour une monnaie qui va s'appeler SUC, ou un nom comme ça. La Chine, l'Inde, la Russie sont en train aussi de négocier pour une nouvelle monnaie d'échange. Donc, je crois que les États-Unis, c'est pour cela qu'ils jettent de l'essence sur cette guerre, parce qu'ils sont en difficulté. Et on voit qu'il y a quand même une inflation importante, assez surprenante, pour un pays qui peut fabriquer des dollars comme ils veulent. Autre chose, sur le sentiment des Russes. Moi, j'ai des contacts des Russes, j'ai même logé 2 chanteurs d'opéra chez moi, qui ont beaucoup de difficultés. Le problème qu'il y a, c'est là qu'a gagné Poutine. Il a perdu sur notre terrain. C'est qu'on a tellement humilié les Russes. On les a traités de moins que rien, d'alcooliques, surtout avec Helsinki, etc. Et aujourd'hui, on a donné une force. Et donc, le peuple soutient les Russes. Et après, contrairement à ce qu'on dit dans les médias, les Russes sont au courant de tout avec les réseaux sociaux. Moi, par exemple, les Russes que j'ai chez moi, avec WhatsApp, ils téléphonent à leur famille. Ils arrivent à tout savoir. Hein. C'est la même situation. Alors moi, ce qui me dérange au-delà de la Russie, c'est ce populisme. On le voit en Chine, au Brésil, avec le rôle des élections. Et donc ça, c'est quand même un danger qui va quand même dans les extrêmes. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire.
Merci pour ce témoignage. Bon, mais merci d'être si nombreux aujourd'hui. J'espère que la prochaine fois, je serai bientôt. Je vous remercie également, et je remercie les amis de la Liberté de m'avoir permis de... Merci Jean-Paul. De m'avoir permis de reprendre, de remettre à jour mon ouvrage qui n'était plus réédité depuis 2005.